Merci. N'hésitez pas à entrer pour cette dernière session. On va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents à cette session qui va faire le point sur des vrais usages, des vrais outils, des outils validés et surtout vous montrer un peu les perspectives que l'on peut avoir avec ces mots-clés qui jusqu'à présent étaient assez virtuels, tels que intelligence artificielle, tels que big data ou même réalité virtuelle. On a tenu chez Medintex à parler de ces outils qui sont en cours de développement clinique ou déjà en déploiement et mettre l'emphase sur le niveau de preuve clinique qui est l'élément majeur qui relève évidemment ensuite de la responsabilité des médecins de prescrire ces outils, puisque s'ils sont validés cliniquement et qu'ils apportent un bénéfice aux patients, il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser. Et on sait que les médecins, c'est leur premier élément, c'est est-ce que cela a été évalué, validé. Donc l'idée était de réunir 3 acteurs importants sur la big data, sur l'intelligence artificielle et sur la réalité virtuelle. Et on va commencer tout de suite par la réalité virtuelle en parlant de la solution Bliss et donc d'Étienne Lepoutre, qui est le CEO de Bliss, justement, cette solution de réalité virtuelle dont l'usage, il va vous en parler, est l'analgésie médicamenteuse. Alors, Étienne, la première question, c'est est-ce que déjà tu peux nous présenter l'historique de Bliss et l'état actuel en termes d'usage? Bonjour à tous. Donc, Bliss, c'est né dans un service d'hématologie à Angers. Ça a été créé par mon associée Mélanie, qui a accompagné son compagnon qui est décédé d'une leucémie pendant 18 mois. Et la fondation de Bliss vient de ce constat un petit peu difficile que quand il s'agit de prendre en charge la douleur, les médecins disent aux aidants, elle avait 29 ans à l'époque, la médecine peut faire 50% du travail, mais 50% du travail, c'est aussi aux aidants de le faire, à la famille de le faire. Et Mélanie avait 29 ans à l'époque où elle a dû faire face à cet événement et elle s'est, on va dire, mobilisée. Elle a créé une révolution, ça a créé une révolution chez elle qui est on ne peut pas continuer d'être seul face à la douleur et il faut proposer des nouvelles solutions et des nouvelles alternatives pour que d'autres puissent, comme moi, avoir accès à des solutions pour mieux traiter la douleur. Elle a ensuite travaillé longuement sur toutes les solutions qui permettaient de prendre en charge de la douleur et en particulier sur le non médicamenteux, puisque c'était le constat des médecins de dire le médicamenteux, la médecine, la chirurgie, ça on sait faire, mais le reste c'est moins notre travail. Et elle a exploré un certain nombre de choses pour en arriver, il y a à peu près 3 ans, à développer une première thérapie digitale basée sur l'usage de l'image et du son qui passe au travers des 2 meilleurs dispositifs pour le faire, c'est-à-dire un casque audio et un casque de réalité virtuelle. Et elle a commencé à explorer avec les professionnels, avec les psychologues, avec les médecins, avec les patients, avec les associations de patients, toutes les possibilités qu'on pouvait avoir au travers de l'usage du son et de l'image, au travers de ce casque vidéo et de ce casque audio, et de l'impact que ça pouvait avoir sur la douleur. Et pour faire l'histoire de manière assez rapide, 3 ans après, ça fait 3 ans qu'on est commercialisé, on est à la 3e version du dispositif Bliss qui est aujourd'hui disponible dans une centaine d'établissements hospitaliers. On a réalisé on a 5 études cliniques qui ont été lancées, une première qui a été publiée en juin l'année dernière à un congrès de référence qui est le congrès de l'ASCO, ça tombe bien, on vient de l'hématologie et de l'oncologie, et donc c'est là où on a publié. Et cette étude, elle est dans le cadre d'une biopsie ostéomédulaire. Et c'est comme tu disais Fabrice, c'est hyper important le niveau de preuve clinique pour nous parce qu'on est sur un domaine particulier où il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à prouver. Donc on est sur une étude randomisée de phase 3 avec comparateur. Donc dans le cadre de cette biopsie ostéomédulaire, on a sur 126 patients randomisés comparé l'efficacité de Bliss plus lidocaïne en local contre le Méopa et la lidocaïne en local dans le cadre d'une biopsie ostéomédulaire, pour une différence non statistiquement valide entre les 2 produits, autrement dit une équivalence médicale et plus de satisfaction de la part des patients et des soignants, ce qui nous amène aujourd'hui à dire que notre premier comparateur, le gaz Méopa, est quelque chose auquel on peut parfois substituer des solutions à base de son et d'image. Et si tu me permets juste de rajouter un élément là-dessus, notre combat n'est pas contre le médicament, notre combat il est de traiter la douleur partout où elle a lieu. Et il s'avère que pour la biopsie ostéomédulaire, comme plein de biopsies, plein de ponctions, plein de pansements, la prise en charge de la douleur aujourd'hui, compte tenu de la pression qu'on a sur l'hôpital et le système de santé, elle n'est pas faite.
Et donc, dans cette étude clinique, on est aussi efficace que le Méopa. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que tout le monde ait accès à toutes les solutions de prise en charge de la douleur, à tous les endroits, et pas seulement là où il y a de la pharmacologie disponible. Alors, je vais revenir sur l'étude clinique. Effectivement, on parle d'études cliniques, d'évaluation de ces dispositifs médicaux. Il y a deux choses difficiles à faire dans une étude clinique. C'est se comparer au gold standard. Et c'est là qu'on voit si on fait aussi bien avec moins d'effets secondaires ou mieux. Et là, le gold standard, si je me trompe, c'était le protoxyde d'azote. C'est-à-dire qu'il y avait un bras de patients pour lesquels on administrait un gaz anesthésiant qui est le protoxyde d'azote, et l'autre bras où il y avait cette réalité virtuelle. Donc c'est quand même important de voir que cette étude s'est comparée au gold standard médicamenteux et a montré qu'une thérapie non médicamenteuse avait le même effet, mais bien sûr sans les effets secondaires du gaz du protoxyde d'azote. Bon, le protoxyde d'azote, je ne sais pas si vous savez, mais c'est un gaz qui est certes utilisé en anesthésie-réanimation, mais en plus qui a quelques vertus récréative, on peut le dire, et qui est largement utilisée un peu partout en dehors des murs de l'hôpital, et qui probablement à terme sera interdit ou fortement limité, puisqu'il y a des effets psychologiques ou cardiaques qui ne sont pas négligeables. Et amener la réalité virtuelle en prenant le risque de se comparer à un gaz anesthésiant, c'est quelque chose d'assez important, suffisamment pour que le Congrès américain de cancérologie, qui est le plus grand congrès mondial en médecine, ait rapporté et permis à Bliss de présenter ses travaux. Alors, quelles sont les étapes à venir, maintenant qu'on a la première preuve sur une indication? Alors aujourd'hui, on a 5 études cliniques en main, donc on est une petite société, on ne va pas se mentir, on a une petite société, donc en fait, le produit, on a eu la chance que les praticiens, les professionnels de santé s'en saisissent. On n'est pas un grand laboratoire pharmaceutique, c'est pas nous qui avons sponsorisé nos études, ce sont les praticiens qui l'ont fait dans le cadre de dépôts, de projets, qui ont été chercher les budgets eux-mêmes, ce qui nous rend fiers et nous rend aussi très conscients de ce qui nous a été apporté. Merci au système de santé de nous avoir aidés. On ne l'aurait pas fait tout seul sans eux. Donc aujourd'hui, on a 4 autres études cliniques qui sont en cours. On en a une sur de la pose de PAC en bloc opératoire en alternative à une prise en charge avec des anxiolytiques en complément d'une anesthésie loco-régionale. Alors le PAC, c'est les portes à 4 que l'on met aux patients qui ont un cancer sous la peau, sous anesthésie locale pour leur faire passer les chimiothérapies. Voilà, et la particularité de cette pose de PAC, c'est que l'étape qui vient après, c'est une porte d'entrée dans le cancer. L'étape d'après, c'est de venir utiliser ce PAC pour la chimio. Et en fait, en fonction des produits qu'on va utiliser, l'accès à la chimio pourrait plus ou moins être retardé. Et donc, du coup, on bénéficie, au-delà du traitement de la douleur, aussi potentiellement d'un accès dans le parcours plus aisé. Et Dieu sait si c'est un moment compliqué pour les patients. On a une étude qui a lieu aujourd'hui sur de la pose de stérilet dans la santé de la femme, pour d'autres raisons qui sont liées à l'acte anxiogène qui peut aussi amener à être douloureux. Et là, il s'agit de quelque chose sur lequel les soignants veulent étudier la capacité qu'on a à repromouvoir l'utilisation du stérilet comme moyen de contraception alors qu'il est refusé parce qu'il fait peur, parce que c'est un acte qui peut être anxiogène ou douloureux. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans les réunions en famille, de copines, etc. Et c'est pour ça que c'est peu utilisé. On a une étude pour de l'extraction de 3e molaire, de dents de sagesse au CHU de Brest. Et là, pour le coup, pareil, on est sur une étude randomisée, un peu plus d'une centaine de patients. Là, on vient en substitution à l'Atarax en complément de l'anesthésie locale. Donc, en fait, on a l'Atarax en prémédication plus l'anesthésie locale. C'est la pratique courante pour l'extraction de dents de sagesse. Et là, on va mettre Bliss juste avant le geste, juste avant l'anesthésie locale pour la même efficacité pour l'extraction de dents de sagesse qu'on constate aussi d'ailleurs en cabinet de ville, puisque Bliss est utilisé en cabinet de ville. La dernière étude a été annoncée au dernier Centre Expo par le GHU Paris Psychiatrie. Et là, on ne parle plus de patients, on parle de soignants. Et ils ont monté un protocole pour pouvoir utiliser Bliss pour traiter le mal-être des soignants et en particulier le burn-out. Et là, pour le coup, c'est les soignants qui partent avec Bliss pour faire des séances de manière régulière chez eux pour améliorer leur sommeil et avoir un meilleur retour au travail. Alors, il n'y a pas que le casque, il y a aussi ce qu'il y a dans le casque, c'est-à-dire les mondes, l'immersion spécifique et personnalisée qui, évidemment, contribuent à l'efficacité. Il ne s'agit pas juste de mettre un casque. Non, en fait, aujourd'hui, on fait partie d'un petit monde qui, en fait, a besoin de trouver sa place et surtout d'expliquer comment ça fonctionne. En fait, si on était un médicament, le casque audio ou le casque de réalité virtuelle, c'est une seringue. Mais en fait, ce qui fait le travail dedans, c'est le logiciel. Dans ce casque de réalité virtuelle ou dans un casque audio, on pourrait mettre un bon Netflix. Et d'ailleurs, parfois, un bon Netflix, ça fait aussi du travail sur la douleur, ça distrait. Et donc, en réalité, aujourd'hui, on a une tendance, quand on discute et qu'on présente le produit, à assimiler le contenant au contenu,
comme si on assimilait tous les produits qu'il y a dans les seringues à la seringue, ou comme si on disait à tous les gens qui sont ici dans le salon, mais de toute façon, vous faites tous la même chose parce qu'en fait, vous utilisez tous des PC et de l'électronique et des chiffres. Et donc voilà, aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est quelque chose de nouveau et en fait, on a besoin de passer ce message qu'au-delà du casque audio et du casque vidéo, en fait, ce qui est important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et en fait, ce sont des techniques sonores et visuelles qui sont des techniques de manipulation de notre autoroute de la douleur dans lequel on va utiliser du son binaural, de la réalité virtuelle, de la musique en U, enfin toutes ces techniques qu'on va pouvoir faire et sur lesquelles on va faire tourner des boucles qui permettent d'avoir un ressenti moindre de la douleur. Mais ce qui est important, c'est le logiciel, c'est pas ce qu'il y a autour. Tu peux donner rapidement un exemple de réduction de la douleur sur les échelles qu'on obtient notamment sur les pansements douloureux, par exemple. Par exemple, alors, c'est le cas qui nous a le plus épaté, mais qui est en même temps le plus représentatif de ce qu'est la douleur. On est sur des patients qui ont des plaies en radiothérapie, donc on est sur des plaies qui sont particulièrement impressionnantes. Et ces patients, quand on vient leur faire un nettoyage de plaies, quand on vient faire les pansements, sur une échelle visuelle de la douleur, ils vont déclarer 8 sur 10. 8 sur 10, c'est énorme. Quand ils vont utiliser Bliss, ils vont déclarer 0. Alors, Bliss, c'est super, mais c'est pas magique. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans ce 8 de douleur reçue par les patients, il y a de la douleur physiologique, il y a de la douleur d'anticipation, il y a de l'anxiété qui est un exhausteur de douleur. Et en fait, Bliss va travailler sur toutes ces dimensions. Et en réalité, ce qu'on va réussir à faire en utilisant Bliss sur ce genre de plaie, sur ce genre de traitement, c'est à réduire complètement une douleur qui est composée d'anxiété, de douleur physiologique, de douleur psychique aussi, et de douleur d'anticipation. Bon. Merci, on passera à des questions à la fin des 3 topos. Hein. Mais clairement, c'est important de voir que oui, il y a des niveaux de preuve élevés, même en réalité virtuelle. Enfin, il y a une solution qu'un niveau de preuve élevé. Donc, il est important de se confronter au gold standard pour pouvoir dire que l'on est plus efficace ou aussi efficace qu'eux. Maintenant, la réalité virtuelle, on a vu. On va passer maintenant à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est évidemment quelque chose de très large. On a vu tout à l'heure et dans la journée que cette intelligence artificielle était très importante en radiologie pour du diagnostic précoce, à haut débit d'imagerie, pour faire du dépistage de cancer, par exemple. Il y a toujours une niche un petit peu difficile à évaluer, c'est est-ce que l'intelligence artificielle peut prédire des événements médicaux? Ça, c'est quelque chose qui est en théorie de la science-fiction, hein, pour pouvoir prédire ce qui va se passer chez un individu. Et ce qui est important, c'est qu'on a avec nous donc Jacques-Henri Véron, qui est le CEO de la société Présage, qui a mis en place un logiciel de prédiction d'événements pouvant conduire aux urgences des personnes âgées en se basant sur de l'intelligence artificielle. Et ce qui va être intéressant, c'est comment cela fonctionne et comment on a évalué la performance et créé donc finalement cet algorithme d'intelligence artificielle. Donc est-ce que tu peux nous préciser un peu le fonctionnement? Oui, merci Fabrice, bonjour à tous. Je suis le CEO de Présage, c'est un dispositif médical, numérique, de détection précoce du risque d'hospitalisation de la personne senior à domicile. Alors, c'est un enjeu relativement important pour nous parce que on a en France un peu plus d'1,5 million de personnes âgées de 75 ans et plus qui sont fragiles. Et pour ces personnes-là, lorsqu'elles ont une hospitalisation non programmée, eh bien, elles vont se retrouver dans une situation qui va être très problématique. Elles vont pouvoir, malheureusement pour elles, avoir un impact lié à cette hospitalisation qui va faire une perte d'autonomie et elles vont rentrer ensuite à domicile avec une situation en autonomie qui va être dégradée par rapport à avant l'hospitalisation. Donc c'est un sujet extrêmement important. Aujourd'hui, ça touche, je vous le disais, 1,5 million de personnes, à peu près 10 milliards d'euros de dépenses hospitalières par an. 30% des seniors de 75 ans et plus vont avoir une perte d'autonomie lorsqu'ils vont avoir cette hospitalisation. Et c'est également cette hospitalisation l'antichambre de l'EHPAD, puisque c'est l'admission principale en EHPAD qui est liée à l'hospitalisation. Donc c'est un enjeu majeur. Alors, Présage, c'est pas magique, hein, c'est comme à peu près tout le monde autour de la table. C'est un dispositif médical. Ça veut dire qu'on va s'appuyer sur des études cliniques pour pouvoir montrer le bien fondé de notre technologie qui se base sur l'observation d'un aidant qui est une personne de confiance, qui est un aidant professionnel ou un aidant familial.
et qui va pouvoir collecter les informations importantes une fois par semaine, qui sont pour nous ce qu'on appelle des données physiologiques. C'est la mobilité de la personne, c'est son environnement, c'est les risques associés à ses capacités cognitivo-comportementales. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va venir suivre ces informations-là pour pouvoir anticiper si dans une fenêtre de 7 à 14 jours, il y a un risque d'hospitalisation non programmée. Alors, quand tu dis un aidant, finalement, c'est l'aidant qui fait le reporting. Ça peut être une auxiliaire de vie, ça peut être un parent. Ce n'est pas nécessairement un personnel de santé. C'est quelque chose qui n'est pas spécifique à du personnel de santé. C'est important ta question. Merci de revenir dessus parce qu'on a développé Présage pour que tout le monde, un non-spécialiste ou un spécialiste, un professionnel de santé ou un non-professionnel de santé, puisse l'utiliser, puisse collecter l'information. Et nos algorithmes vont restituer à un non-spécialiste le risque et la situation qui peut arriver dans les 7 à 14 jours. Et l'objectif, c'est de restituer cette information à une personne qui va pouvoir agir, qui va changer le cours des choses en mettant en place soit une intervention médicale, soit une action du type renforcement de l'aide de vie, qui peut avoir un rôle, par exemple, en cas de fatigue de la personne, et qui font que derrière, eh bien, il va y avoir une situation qui ne va plus mener à l'hospitalisation en urgence, mais qui va mener au maintien du domicile. L'hospitalisation en urgence pour une personne âgée, c'est un tournant. C'est-à-dire qu'une fois que la personne est hospitalisée suite à une chute, en général, plus rien ne sera comme avant. Et en plus, l'espérance de vie derrière, on le sait très bien, elle est raccourcie de plusieurs mois ou années. C'est un événement à éviter à tout prix. Et c'est vrai que la prédiction à 7-14 jours est suffisante pour corriger le tir. S'il y a des problèmes de dénutrition, de fatigue persistante, etc. Et ça a été évidemment validé. Mais alors, imaginez des aidants non médicaux qui évaluent avec des questions très simples l'état de la personne, les informations sont analysées par un algorithme et cet algorithme a été entraîné. Comment est-ce qu'on a pu conduire de ce concept à une évaluation de la performance de l'algorithme ? Ça, c'est donc sur la partie évaluation clinique. Notre première évaluation clinique, on l'a publiée en 2019. On l'a réalisée avec 2 agences régionales de santé, 3 établissements hospitaliers, la CNAV et la NAP. Et on a suivi pendant 1 an 300 seniors à domicile. Et on a équipé 350 auxiliaires de vie, donc des non-professionnels de santé, qui, une fois par semaine, collectaient des informations. Est-ce que la personne se déplace? Est-ce que la personne vous reconnaît? Donc sur l'état cognitivo-comportemental, sur la mobilité de la personne. Et à côté de ça, on a suivi la trajectoire des personnes. Est-ce qu'elles ont été hospitalisées? Est-ce qu'elles sont passées aux urgences? Est-ce qu'elles ont été institutionnalisées? Est-ce qu'il y a eu des décès? En cas d'hospitalisation, est-ce que les hospitalisations étaient pertinentes au sens de la HAS? Et on a développé avec notre conseil scientifique, qui est composé d'une part de professeurs en gériatrie, mais également de professeurs en e-santé et en data science. On a développé des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors nous, on a beaucoup utilisé les random forest pour pouvoir prédire le risque d'hospitalisation sur une durée de 7 à 14 jours. Et lors de cette étude clinique, on a démontré qu'on était capable de prédire au moins 50% des passages aux urgences. Et ensuite, on a réalisé une deuxième étude clinique l'année dernière, multicentrique, en vie réelle, donc sur 3 centres, en PACA, en Île-de-France et en région Bretagne. Et là, on a donné le dispositif à des professionnels au domicile, donc des non-professionnels de santé, et on a observé ce qui se passait. Est-ce qu'ils allaient utiliser l'application? Est-ce qu'ils étaient satisfaits de l'application? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'il y avait une attrition, etc. Ce qu'on a démontré, c'est que 83% des passages aux urgences sont prédits, avec une sensibilité de 83%, une spécificité de 87%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que lorsqu'il n'y a pas d'alerte présage, dans 99,6% des cas, il n'y aura pas d'hospitalisation dans la fenêtre des 7 à 14 jours. Et que s'il y a une alerte présage, alors il y a un coefficient de 3000% en surrisque. Et donc là, il faut qu'on agisse. Et lorsque un professionnel de santé avait cette information, ce qu'on appelle un care manager ou une infirmière de coordination, suivant les organisations, eh bien là, on divisait par 10 l'hospitalisation non programmée.
C'est intéressant, hein, le développement clinique d'une application de prédiction en IA, parce que typiquement, on voit une phase 1 où on crée un algorithme à partir d'une base de données rétrospective. Ensuite, on fige l'algorithme, on le propose en situation prospective, on note les résultats en termes de métronomique, spécificité, sensibilité. C'est comme ça, hein, qu'il faut faire, hein. Et ensuite, éventuellement, est-ce qu'on a même l'idée de faire un essai randomisé pour aller encore plus loin sur la quantification du bénéfice ? Alors, juste avant ça, peut-être une autre étude clinique sur laquelle on va apporter des éléments qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, le meilleur prédicteur de la chute, c'est la chute. Donc, pour savoir si quelqu'un va chuter, un médecin vous dira est-ce qu'on a déjà chuté, et voilà. On a développé, grâce à une étude clinique réalisée sur 1500 patients, on a développé des algorithmes de prédiction qui s'affranchissent du prédicteur de la chute, qui font que pour une personne qui n'a pas chuté, on va réussir à prédire si elle va chuter dans les 6 prochaines semaines. De la même manière pour les jambes gonflées, quelqu'un qui n'a pas les jambes gonflées, on va prédire si elle va avoir les jambes gonflées dans une fenêtre des 3 prochaines semaines. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Mais on veut aller encore plus loin. Et donc, on a sur l'année 2022 le lancement d'une dernière investigation clinique extrêmement intéressante, multicentrique, randomisée, où on va suivre 800 personnes, 400 dans le bras contrôle, 400 dans le bras interventionnel, pour pouvoir cette fois-ci aller un cran plus loin et notamment faire l'évaluation médico-économique du bénéfice de présage. Donc ça, c'est vraiment un développement clinique d'un très haut niveau. Donc, je crois que vous êtes en levée de fonds tous. Donc, clairement, il y a des éléments de rationalité et de pertinence clinique qui méritent intérêt, puisque là, on est vraiment sur un développement en termes de niveau de preuve qui, à ma connaissance, dans ce domaine, n'a pas encore été atteint. Donc, merci Jacques-Henri. On va passer maintenant à la big data. On va faire un duo avec Florian pour parler et présenter en avant-première au Congrès les résultats de Malo. Malo, c'est une application que l'on a lancée il y a quelques mois qui vise à détecter précocement les troubles du développement de l'enfant de 0 à 7 ans. Car on sait que plus tôt on trouve, et en général, mieux on traite et on évite des séquelles, etc. Ça va des troubles du spectre autistique, ça va des troubles sensoriels, moteurs, etc. Et en fait, on en est venu à réfléchir à un sujet de faire du suivi du développement de l'enfant, parce qu'on s'est rendu compte que 2 tiers des diagnostics de troubles du développement de l'enfant sont faits par les parents et pas par les médecins. Et ils sont faits, évidemment, un peu tard, à l'âge de 6 ans et demi en moyenne. 6 ans et demi, faire des diagnostics de troubles du développement, que ce soit des dyslexies, des troubles moteurs, des troubles de coordination ou même des troubles du spectre autistique, c'est un petit peu tard pour agir. Et on a vu des éléments scientifiques nous suggérant que dès l'âge de 11-12 mois, après la naissance, on pouvait éventuellement faire ce diagnostic. D'où l'idée de travailler sur ce sujet d'accompagnement des parents et des enfants. Et donc, Florian, je te laisse la parole pour présenter l'application Malo. Merci Fabrice. Donc Malo, c'est une application mobile qui est gratuite, disponible sur les stores depuis quelques mois. On accompagne aujourd'hui près de 40 000 personnes, parents et enfants. Et notre enjeu, c'est de prendre soin des enfants et de permettre, en prenant soin des enfants, d'aussi prendre soin des parents. Cette application, comment elle fonctionne? C'est assez simple. Vous téléchargez l'application, vous pouvez inscrire un enfant et on va venir interroger régulièrement le parent, de la même manière, je pense, que le projet de présage, sur le développement de son enfant. Donc, c'est répondre à quelques questions tous les mois sur là où en est son enfant. Derrière, en termes de data, et qu'est-ce qu'on fait en termes de big data, c'est que ça nous permet de construire en fait un graphe du neurodéveloppement de l'enfant. Donc on comprend petit à petit, à chaque fois qu'il y a un questionnaire qui arrive, comment l'enfant se développe, les éventuels sujets d'inquiétude qu'on pourrait avoir. Et à partir de cette information, on délivre aux parents des conseils adaptés suivant l'âge de son enfant, sur la conduite à tenir, sur ce qui va se passer dans les prochaines étapes de la vie de cet enfant. Cette application, on a commencé à la faire, donc elle est sortie il y a un peu plus de 6 mois. On l'a constituée avec l'aide de près de 30 professionnels de santé. Donc aujourd'hui, les conseils, le contenu, les informations qui sont dans Malo, c'est une source d'informations qui est fiable, validée par des professionnels. Et ces informations qui sont dans Malo, elles sont délivrées aux parents
à partir des informations que l'on a sur le développement de leurs enfants. Ça, c'est une partie de Malo qui est importante, mais l'autre partie qui est encore plus importante, c'est qu'on s'intéresse au bien-être du parent, son bien-être psychique. Notamment, on s'intéresse, et on a fait l'objet d'une évaluation clinique là-dessus dont on va parler, à la détection très précoce des dépressions du postpartum. Aujourd'hui, quand Malo vous permet de rentrer votre enfant, on va aussi interroger le parent sur son état de bien-être et avec le même système, à intervalles réguliers, des questions qui vont venir interroger le parent et ça va faire un rendez-vous santé régulier pour le parent comme pour l'enfant. Alors, est-ce qu'on a une idée justement de l'appropriation? C'est-à-dire, on sait très bien que les applications, les gens s'en servent, mais au bout d'un mois, ça peut être abandonné. Est-ce qu'on a des données déjà là-dessus? Effectivement, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est que les utilisateurs de Malo commencent à utiliser l'application, à remplir un premier questionnaire. Et ce qui est très encourageant, c'est qu'on les voit revenir. Donc, dans la vie d'une jeune entreprise, c'est toujours l'enjeu, notamment quand on fait une application qui est utilisée par des individus eux-mêmes et qu'on n'est plus dans le système B2B, donc on est vraiment en B2C. Donc, on voit l'engagement sur Malo, les parents reviennent et on instaure un rendez-vous santé autour de la santé de la famille avec une utilisation qui devient hebdomadaire sur plusieurs mois. Et là, pourquoi plusieurs mois? Parce qu'on a 6 mois d'existence. Et l'enjeu, ça va être de suivre les enfants de 0 à 7 ans et par effet miroir, les parents de 0 à 7 ans. Parce qu'il y a des enjeux dans la santé des parents qui vont être autour effectivement de la dépression du postpartum dans les premiers mois. Puis ensuite, sur la santé du parent, on a d'autres enjeux qu'on commence à traiter, notamment autour du sommeil, de la nutrition. Alors, comment on peut évaluer l'efficacité d'une application qui veut faire de la détection précoce des troubles du neurodéveloppement de l'enfant? C'est quand même un sujet, parce qu'il y a quand même peu d'applications en pédiatrie. Et là, l'idée était de se dire il faut qu'on gagne au moins 2 ans sur la date de diagnostic de ces troubles. On a dit 6 ans et demi en moyenne. Eh bien, l'idée, c'est de faire de la big data. C'est-à-dire qu'on a rassemblé, en fait, toutes ces données, ces dizaines de milliers de questionnaires qui ont été remplis au fil des mois. Et on a finalement compilé ces réponses pour les coller à des scores qui sont validés cliniquement, qui sont des scores de diagnostic de troubles du développement. Ça peut être des troubles donc, du spectre autistique, ça peut être aussi des troubles visuels, des troubles auditifs, des troubles moteurs, etc. Et donc, on a fait une première étude pour calculer les sensibilités, les spécificités qu'on pouvait obtenir avec un algorithme d'alerte qui pouvait alerter sur ces troubles. 4500 enfants évalués et on avait finalement un premier tir d'information qui suggérait qu'on pouvait dépister ces troubles du développement dès l'âge de 11 mois, 6 ans et demi, 11 mois. Par contre, inconvénient, donc spécificité intéressante, c'est-à-dire qu'il semble qu'on puisse détecter plusieurs années plus tôt, mais sensibilité trop élevée, c'est-à-dire qu'il y avait aussi beaucoup de parents qui pouvaient recevoir des alertes, alors que finalement il n'y avait pas d'anomalie clinique. Donc, deuxième round avec une deuxième étude clinique en désensibilisant les algorithmes, de sorte qu'il y ait moins de fausses alertes, moins de faux positifs, 4500 enfants évalués. Et là, donc, ce sont les résultats qu'on est en train de publier et qui sortiront prochainement dans des revues scientifiques. On retrouve l'âge de détection médian de 11 mois, c'est un âge de détection médian, c'est-à-dire qu'un enfant sur 2 est dépisté avant 11 mois et un enfant sur 2 est dépisté après 11 mois, c'est médian. Ce qui rejoint exactement les données cliniques, notamment américaines, qui suggéraient qu'avec des questionnaires bien fichus donnés aux parents, dès l'âge de 11-14 mois, on pouvait faire des diagnostics précoces. Donc 5 années de gagné avec une application entre les mains des parents. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est sur la dépression du postpartum. Pourquoi s'intéresser à la dépression du postpartum? Parce que cette dépression, c'est 17% des femmes, des mères, qui font cette dépression. Une dépression du postpartum, ce n'est pas une partie de plaisir pour la mère qui va être plutôt mal pendant quelques mois, en général sous-diagnostiquée parce qu'elle ne va pas aller consulter et donc en arrêt de travail, et surtout un énorme impact sur le développement de l'enfant. Une mère qui n'est pas avec son enfant du fait de cette dépression, l'enfant va être impacté directement sur son neurodéveloppement, c'est validé. C'est pour ça qu'on s'est impliqué sur ce diagnostic qui pouvait accélérer les troubles du développement. Et là aussi, questionnaire répété régulièrement, tous les 3 semaines après la naissance, et un diagnostic chez 17% des utilisatrices, donc ça c'est intéressant parce qu'on a exactement le même taux dans l'étude que dans la vie réelle.
mais par contre un diagnostic qui est fait 4 mois plus tôt. Donc là, évidemment, gagner 4 mois sur un syndrome dépressif, c'est une durée de traitement qui n'est pas forcément médicamenteuse, puisque si c'est pris dès les premiers symptômes, il n'y a pas besoin de mettre d'antidépresseurs à chaque fois. Donc on est encore à des niveaux de preuve, sans aller faire d'études randomisées nécessairement. Pourquoi ? Parce que, d'abord, faire des études randomisées en pédiatrie, bon courage. Et puis surtout, on a des données de vie réelle en pédiatrie. On sait à quel âge on fait du diagnostic de troubles du développement. En France, c'est 6 ans et demi. Aux États-Unis, c'est 4,3 ans. Donc si un dispositif en vie réelle dans une étude montre que l'on gagne 3-4 ans, il n'y a pas de sujet, il n'y a même pas besoin d'aller faire une étude randomisée, ça ne sera même pas éthique, puisqu'on a les données de l'historique, on va dire. Qu'est-ce qui se passe sans outils. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la big data peut permettre de valider en vie réelle des éléments d'algorithmique. La chose intéressante, c'est une fois qu'on a ces big data, qu'est-ce que l'on peut en obtenir en termes de création d'algorithmes d'intelligence artificielle? Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision de l'étape supérieure que l'on peut obtenir avec des data qui s'accumulent? Oui, ce qui nous importe, nous, avec l'analyse de la data, bien sûr, c'est pas sur l'ensemble des utilisateurs de Malo, parce qu'on a un sous-ensemble d'utilisateurs qui nous ont donné leur consentement pour participer à l'étude, donc on est toujours sur un sous-ensemble, c'est d'aller apprendre et modéliser. Donc tout à l'heure j'évoquais ces graphes du neurodéveloppement. Aujourd'hui on est en train d'investir, et on a un programme d'investissement là-dessus, sur cette donnée de vie réelle et ces quelques centaines, quelques milliers de points de données qu'on va collecter en vie réelle, en amont des soins premiers, c'est-à-dire vraiment au domicile du patient, enfin de l'individu, chez les parents, chez les enfants. On est en train de tester plusieurs modèles, donc je ne vais pas tout lister là en big data, mais ça revient souvent à faire cette notion de graphe, parce que la modélisation du développement de l'enfant n'est pas du tout linéaire. Il y a plusieurs zones qui s'allument en même temps, et on est en train d'évaluer du coup des méthodes qui vont permettre de voir, tiens, il y a cette partie-là qui arrive, on est un peu en avance, là on est normal, mais en même temps on est en avance là-dessus. Quel impact ça a? Créer des cohortes de patients, pouvoir les comparer, et notamment pouvoir les comparer aussi au niveau géographique. Donc on est en train de travailler là-dessus. Alors il y a un point commun entre justement Présage et Malo, c'est comment on a évalué la pertinence clinique. Et les éditeurs de solutions qui sont ici, qui veulent faire de l'intelligence artificielle prédictive, comment ils vont pouvoir présenter les choses en termes d'outcome clinique, sur quels critères de jugement ils seront jugés, et puis pour le coup, comment ils pourront convaincre les médecins d'utiliser leurs outils. C'est tout simple. Si vous faites un outil de prédiction, il faut que le médecin qui reçoit un patient avec son application qui dit l'application m'a suggéré de venir vous voir, il faut que le médecin il puisse dire, en regardant l'application et le pourquoi, ah oui, vous avez bien fait de venir. C'est tout simple, c'est comme ça qu'on valide. Et c'est comme ça que tu as fait, c'est comme ça qu'on a pu justement, dans Présage, montrer que oui, les urgences, on pouvait avoir un effet dessus. Oui, on appelle ça l'intelligibilité dans le big data, c'est-à-dire la capacité qu'un professionnel du secteur va avoir à comprendre ce qu'il y a derrière les algorithmes. Si vous donnez une information à un médecin qui est quelqu'un de compétent, qualifié, et vous lui dites juste ça va pas, il va écouter l'information, mais les publications actuelles montrent qu'il va se désintéresser du dispositif assez rapidement. Parce qu'il va considérer qu'on ne va pas lui donner les clés pour pouvoir agir. Donc nous, ce qu'on a voulu, c'est transformer cette information en un outil d'aide à la décision. Et en plus de l'information, attention, il y a un risque d'hospitalisation dans les 2 prochaines semaines si on ne fait rien, on fournit les caractéristiques qui vont parler aux médecins en termes de dénutrition, en termes de douleur, en termes de dépression, en termes de chute. Enfin, on a 14 caractéristiques. Et donc, il va comprendre ce qui se passe, et lui, il connaît son patient, donc il va savoir pourquoi ça se passe, et là, il va agir. Et donc, on a un taux derrière d'action lorsque le médecin traitant reçoit l'information qui est excellent, qui est à peu près 2 fois les dispositifs pas de détection, mais en tout cas de télésuivi, voyez, pour lequel il y a parfois des alertes, mais qui ne donnent pas ce niveau de connaissance. Donc ça, c'est extrêmement important que le professionnel puisse être associé à la décision. C'est ça. L'intelligence artificielle qui, dans l'aide à la décision, dit simplement « faut faire ça », sans donner de réponse d'intelligibilité ou d'explication,
C'est pas possible en fait en médecine. L'aide à la décision, ça n'a de vertu que si on sait expliquer au patient, si on sait l'informer. On a un devoir d'information, les médecins. Si on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on va prescrire un traitement parce qu'un logiciel d'IA nous a dit qu'il faut donner ça, on ne peut pas le donner, ce médicament, même s'il est théoriquement bien mieux que le reste. Pourquoi ? Parce que l'obligation d'information, elle vaut au moins autant que l'obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est proposer au patient ce qu'il y a de mieux pour sa santé. OK. L'obligation d'information, c'est expliquer pourquoi on propose quelque chose. Et il est maintenant très clair qu'un logiciel basé sur l'IA, qui ne donne pas d'informations sur le pourquoi et indique simplement une conduite à tenir, va rapidement créer des problèmes aux médecins en cas de problème, justement. Le problème, c'est quoi? Voilà, imaginez un patient, il est devant moi, je suis cancérologue, je ne sais pas trop quoi lui donner sur sa maladie, j'utilise un outil, l'outil me dit il faut donner ça. Bon, je ne peux pas expliquer au patient pourquoi je lui donne, mais en plus, c'est même pas dans les recommandations. Mais bon, l'outil m'a été proposé comme fiable, 90%, etc. Je prescris. Manque de bol, il y a une toxicité qui apparaît, le patient décède. Ai-je rempli mon obligation d'information? Pas du tout. C'est 100% pour ma peau. Voilà. Même si le logiciel est très bien évalué, etc., si je n'ai pas rempli cette obligation d'information, que j'ai simplement répondu ou obéi à un logiciel qui me suggérait d'avoir une conduite à tenir et que ça se passe mal, eh bien, on n'est absolument pas couvert. D'où la nécessité côté médical d'insister un maximum sur des logiciels d'aide à la décision qui sont basés sur des études cliniques, mais ce n'est pas suffisant, sur aussi de l'intelligibilité. Pourquoi est-ce que ce logiciel me suggère de prescrire ça ou de faire ça? Donc à mûrir, parce que c'est pour l'instant ce qui freine énormément le déploiement d'outils d'aide à la décision basés sur l'IA qui n'ont pas d'intelligibilité, pour ce risque de manque d'information. Voilà. On va pouvoir passer à quelques séances de questions. On a 8 minutes avant l'arrivée de notre ministre. Arnaud. Merci beaucoup. On parle beaucoup d'intelligibilité. Quel est le niveau d'intelligibilité de l'assurance maladie dans l'accompagnement justement de tous ces dispositifs et le fait qu'ils puissent également l'exploiter et puis pouvoir offrir une couverture? Les rembourser? Les rembourser. Hein. Alors c'est intéressant parce que il y a des référentiels de la HAS qui sont sortis sur l'évaluation des solutions digitales basées sur de l'IA. Donc lorsque des référentiels sortent, en général, c'est pour préparer au remboursement. Donc il y a des critères de qualité, on parle de l'IA essentiellement. Donc il va y avoir des logiciels basés sur de l'IA qui seront remboursés prochainement. Les règles sont en train de changer. On a publié il y a quelques semaines dans la revue pharmaceutique ce qu'on appelait les ateliers de Gien, qui était une discussion avec l'HAS, le ministère de la Santé, sur comment élargir l'accès au remboursement des solutions en santé. Parce que pour l'instant, sorti en gros de la télésurveillance et d'une amélioration de survie ou de qualité de vie, c'est compliqué. Et des essais randomisés. Ben non, le principe qui devrait être retenu dans les mois à venir, en tout cas on a 12 mois pour vérifier tout cela, c'est que des études en vie réelle, bien fichues, avec de la donnée de qualité, avec des outcomes qui ne sont pas forcément de la survie ou de la qualité de vie, parce que réduire la douleur, ça sauve peut-être pas des vies directement, mais enfin en termes de qualité de vie ou même de vécu, c'est hyper important. Et on a bien donné des AMM, des autorisations de mise sur le marché, des antalgiques, dont la seule vertu est de diminuer la douleur. Donc il n'y a pas de raison de ne pas donner d'AMM à des dispositifs, à des DTX. Donc c'est en train de s'ouvrir, les mentalités sont en train de changer. Oui, il y aura dans les semaines et mois à venir ces ouvertures à des remboursements pour des logiciels qui ne sont pas forcément des dispositifs médicaux, car tout ne rentre pas dans le dispositif médical. Des logiciels qui n'auront pas forcément fait un niveau de preuve en termes d'études randomisées. Faire une étude randomisée, ça dure 5 ans, ça coûte 1 million. Si c'est pour être désuet au bout de 5 ans, au moment du remboursement, ça n'a pas grand intérêt. Mais ça, les autorités l'ont comprise. Et surtout, on a le DIGA. Le DIGA, c'est cette méthode de remboursement accéléré allemande qui a été plutôt un accélérateur, un stimulant pour la France pour se dire on ne va pas laisser filer toutes nos startups en Allemagne parce que s'il n'y a que là-bas qu'elles sont remboursées, eh bien, effectivement, il y a ce comptoir d'accès précoce de la HAS qui est en train d'être construit avec des référentiels pour que des solutions qui ont un certain niveau de preuve, non phase 3, une étude rétrospective, enfin des données qui suggèrent un effet, puissent accéder à un remboursement précoce, ce remboursement payant l'évaluation un peu plus puissante et aboutissant au niveau de preuve. Donc ça, ce sont des choses qui sont en train d'être vues avec la HAS.
Et bien sûr, l'accompagnement aussi pour la prescription avec des actes de télésurveillance, avec, on l'espère, des actes associés à l'utilisation de ces logiciels ou de ces dispositifs. Donc l'environnement en termes réglementaires, en termes institutionnels, devrait changer. Mais j'aimerais bien qu'on revienne l'année prochaine ici en disant qu'il y a eu 15 applications ou dispositifs qui ont été remboursés. En tout cas, ce sont les objectifs que la HAS et la CNAM se sont donnés. Hein. C'est-à-dire que si même de leur côté, il n'y a pas, ça posera problème plus chez eux finalement que chez nous. Mais voilà, l'idée, c'est de ne pas rester sur le classique et d'ouvrir. Quand on a des dispositifs avec des niveaux de preuve comme ça, on ne peut pas imaginer que les patients n'en bénéficient pas et que ça ne soit pas pris en charge par la Sécu. D'autres questions ? Arnaud. Merci. Ma question rejoint un peu la question de mon voisin, mais c'est surtout aux patrons de start-up que je m'adresse. En attendant le remboursement de la Sécu, vos business models, ils sont basés sur quoi? Parce que autant on sait que dans les sociétés de biotech, on peut attendre 10 ans pour la mise sur le marché. Je ne pense pas que dans les sociétés de device ou de e-santé, vous êtes préparé à attendre 10 ans le remboursement? Alors, je sais que vous attendez l'année prochaine de l'annoncer, mais enfin, en attendant. Alors, très pragmatiquement, pour parler de Bliss, comment ça se passe? En fait, on a de la chance, c'est que non seulement nos études cliniques, le système de santé s'en préoccupe et investit et fait des études cliniques avec nous et pour nous, mais aussi parce que dans les hôpitaux, heureusement, il y a encore des budgets innovation. Aujourd'hui, on est financé par des budgets innovation. On est une sorte de truc qu'on peut racheter sur des budgets innovation. Et on essaye de trouver les bons hôpitaux qui avaient le bon budget innovation. Ça, c'est un des premiers vecteurs. Mais il faut qu'ils y aient pensé il y a 1 an, il y a 2 ans, qu'ils l'aient inscrit dans le budget. Enfin, on connaît l'histoire. Et puis, ça ne va pas durer très longtemps. Il y a un deuxième sujet, parce qu'il faut le dire, il y a une partie de nos dispositifs qui sont financés par l'industrie pharmaceutique et des dons qui contribuent à ce que les hôpitaux, les associations de patients puissent investir dans nos produits. Et heureusement que c'est encore possible, bien que ça soit parfaitement encadré. Mais concrètement, ce n'est pas comme ça qu'on va durer pendant des années. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas céder à la tentation start-up. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est en France et pas aux États-Unis. Nous, pour notre cas particulièrement, notre concurrent américain, il a levé 60 millions de dollars sans avoir un seul produit sur le marché avant même d'avoir sorti son étude clinique. Parce que les Américains, quand ils investissent dans Google pour en faire le moteur de recherche leader mondial, ils payent pour faire le leader. Ici, on investit encore sur des sociétés quand elles sont devenues le leader. Et donc, en fait, on a un problème de fond qui est la manière dont on approche les choses. Je pense que les Allemands, avec le DIGA, ont fait quelque chose de très sympa. Il faudra voir les évaluations et les retours sur le DIGA parce qu'au bout de 12 mois, quand 50% des choses qui vont être évaluées vont tomber, on verra s'ils renouvellent l'expérience pour une deuxième année. En tout état de cause, je crois qu'il y a un truc qu'il faut se dire simplement, c'est qu'en réalité, des applications, des algorithmes avec un niveau de preuve clinique élevé aujourd'hui, et j'essaye de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Mais si on compte les entreprises qui ont ce niveau de preuve aujourd'hui en France, il n'y en a pas 10. Et donc en réalité, ce qu'il faut, c'est éviter de vouloir faire des lois, des process et des nouvelles manières de rembourser les produits, quand en réalité, ce dont on a besoin, c'est d'abord d'une bienveillance d'exception pour une industrie qui émerge et qui essaye de jouer les règles du jeu. Et donc nous, ce qu'on demande simplement, c'est avoir le soutien dans une réglementation d'exception, et on rentrera dans les cases et on essaye de jouer notre partition, on essaye de ne pas crever avant d'avoir accédé au marché parce qu'on est dans un système de remboursement. Mais comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on vit sur des exceptions, budget d'innovation, dons, etc. Mais ça ne va pas durer pendant des années. Peut-être pour compléter, on a aussi la chance quand même en France, pour le coup, d'avoir pas mal de financements non dilutifs, notamment avec les guichets de la BPI. C'est bien, mais ça permet de tenir un peu plus longtemps, d'aller plus loin dans les preuves cliniques. Aujourd'hui, le problème des digital therapeutics, pour ceux qui en sont, pour moi, les applications plutôt orientées prévention et détection précoce, c'est que finalement, il n'y a pas de comparateur. C'est-à-dire que pour les investisseurs, on sait que c'est un métier difficile et que ça va être difficile de voir quelle boîte va avancer, sur quelle parier. Donc c'est vrai qu'on est encore un peu en problème d'œuf et de poule dans une industrie qui est émergente. Des preuves cliniques. Les preuves cliniques ont dans le passé permis aux biotech, aux médicaments d'aller vers le remboursement. On a eu quelques exceptions en France et avec le DIGA en Europe sur les thérapies digitales. Dans mon cas particulier,
je suis dans la prévention, donc j'ai un autre business model qui est autour des assureurs, parce que les assureurs et les complémentaires santé travaillent sur la prévention et ont du coup des intérêts à travailler dessus. On va arrêter cette session. Merci à tous pour votre présence et votre participation, en espérant vous retrouver l'année prochaine surtout. Et puis on va passer à la suite du programme. À bientôt.